La scène suivante nous transporte dans la forteresse de la vallée de la chanson où un banquet a lieu en l'honneur de l'anniversaire de la troisième fille de la famille Elk. Dans la salle, une douce musique à cordes résonnait et des serveurs circulaient partout avec des plateaux. La mode de célébrer les fêtes ainsi est venue de la capitale récemment. Auparavant, elle se déroulait tout autrement. Au centre se tenait une longue table en bois, autour de laquelle des invités étaient assis sur des chaises, attendant que l'on serve la nourriture. Cependant, il y a quelques années, le roi a décidé de se promener différemment et donc le banquet d'aujourd'hui était une tentative d'imitation des festivités de la capitale, bien que ce ne fût qu'en apparence. Petrov secoua la tête. Bien que les aristocrates locaux aient déployé de nombreux efforts, tout cela n'est qu'une imitation de ce qui se passe dans la capitale. Quant à l'ambassadeur, il a été invité ici en tant que représentant de sa famille et il n'avait apparemment pas très envie de venir. Combien de temps on ne s'est pas vu, hein? Quelqu'un l'a soudainement attrapé par derrière au cou. J'ai entendu dire que tu as été promu émissaire personnel du duc. Comment se passe la collecte de minerais dans la ville frontalière? Tu as beaucoup volé? À la voix, le rouquin comprit immédiatement que c'était René, le deuxième fils de la famille Elk, qui se démenait pour devenir chevalier. Cependant, cet idiot ne possédait même pas un morceau de terre. Petrov le considérait comme un bon ami, mais il n'était pas pressé de partager ce qui s'était passé chez le quatrième prince. Alors il changea simplement de sujet en demandant ce qu'il faisait ici, puisqu'il avait apparemment été envoyé en mission. Le blond expliqua qu'en se déplaçant le long de la frontière vers la nouvelle ville sainte, il avait attrapé un rhume et avait dû rester alité pendant une semaine. L'ambassadeur plaisanta que c'était même pour le mieux. Comparé à la dernière fois, son absence du voyage avait épargné la garde de nombreux ennuis. « Là, tu n'as pas raison », dit René soudainement avec un sourire étrange. « Si je n'étais pas tombé malade avec un rhume, je serais maintenant mort au mur de la ville sainte. » « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Petrov, perplexe. « Écoute-moi bien, j'ai des informations, murmura presque l'homme aux cheveux blancs. Un nouveau lieu sacré a presque été envahi par des créatures démoniaques. Elles ont même réussi à pénétrer dans la ville intérieure. Si l'église n'avait pas libéré ses guerriers les plus puissants, la garde n'aurait pas pu contenir l'assaut des ténèbres. Pendant la bataille, les armées des 4 royaumes ont subi des pertes horribles, et parmi les soldats du camp dans les montagnes, seuls quelques-uns sont revenus vivants. Tant de femmes sont restées veuves sans aucun moyen de subsistance. On leur a versé seulement 2 royales d'argent chacune. Le roux pensa que les guerriers du camp de la chaîne de montagne servirent de garde et de l'armée des juges ecclésiastiques. Eh bien, maintenant, les généraux et de nombreux soldats des 4 royaumes sont tombés sous Hermès, et si ce n'est pas un complot, je ne sais vraiment pas quoi supposer. Si l'église prévoit de nous attaquer, alors nous sommes maintenant protégés à peine mieux qu'une fille à moitié nue. Oh, au fait, René s'est retourné en disant « As-tu remarqué le mouchoir qu'on t'a envoyé avec l'invitation ?» L'ambassadeur s'est demandé si c'est toi qui l'as mis là. Oh, si cela m'avait été confié, tu aurais reçu une chaussette non lavée de 2 jours. C'était une décision personnelle de ma petite sœur. Bien que la différence d'âge entre vous soit importante, si tes intentions sont sérieuses, alors mieux vaut ne pas hésiter, mon ami. Après tout, tu as déjà 22 ans. Soudain, de l'autre côté de la salle, une discussion animée et bruyante a attiré l'attention de tous les invités. Petrov reconnut celui qui parlait. S'il se souvenait bien, il s'appelait Simon Elliott. Il était représentant de la famille Wolf et avait épousé une femme très belle. Juste maintenant, cet homme criait « Je ne peux pas croire que Roland Wimbledon ose encore se comporter de façon aussi égocentrique. » En entendant un nom familier, l'ambassadeur s'est finalement intéressé et a commencé à écouter les conversations beaucoup plus attentivement. Et après un moment, il s'est informé de ce qui s'était passé. « Sir Hal, il parle du seigneur de la ville frontalière. Il a confisqué toutes les maisons appartenant à nos gens, répondit quelqu'un. Permettez-moi d'expliquer, monsieur Petrov. » Simon l'entendit et maintenant, en souriant, il s'approchait à travers la foule. Voilà, c'est comme ça, nous servons le duc, prêt à donner notre vie pour lui. C'est pourquoi je vivais dans la ville frontalière et m'occupais des mines. Chaque hiver, nous emmenions les roturiers de là-bas jusqu'ici à la forteresse de la vallée de la chanson que nous pouvons défendre lors d'une attaque de créatures démoniaques. Lorsque les jours froids ont pris fin cette année, mon collègue Cornelius Fletcher est retourné. Le lord local lui a annoncé que sa maison avait été détruite par les citadins et qu'aucune compensation ne serait versée. Si tu ne dis pas que ce n'était pas ta maison, je te jetterai en prison pour désertion. Et là, tu attendras d'être pendu, dit le moustachu avec sarcasme, imitant le ton du quatrième prince. Monsieur, vous devez comprendre que ce que Roland appelle désertion, nous le pratiquons depuis plus de 100 ans.
Petrov ne put s'empêcher d'imaginer le héros. D'autres personnes disaient qu'il était insupportable, mais basant sur l'expérience de 2 rencontres personnelles, l'ambassadeur pouvait dire avec certitude que Roland Wimbledon n'était pas un adversaire faible. Sa méthode de punition pour désertion a provoqué un grand émoi. Cependant, la deuxième partie du conflit n'a pas tenté d'expliquer ses actions. Elle se cachait derrière les traditions. Et l'ingénieur n'était clairement pas la personne à convaincre de cela. Et apparemment, son Altesse a décidé de rompre complètement les relations avec la forteresse de Lonson. Pendant ce temps, Simon ne se calmait pas et continuait à crier. Ses actions deviennent de plus en plus absurdes. J'ai peur que seul le duc puisse l'arrêter. Ne t'inquiète pas, Ryan est déjà prêt à agir même sans cette raison, expliqua René. En fait, c'est précisément pour cela que je suis revenu. En ce moment, mon frère aîné est encore dans la capitale, concluant des accords commerciaux, donc il n'y a que moi qui puisse mener l'armée de la famille Elk au combat. En entendant ces bonnes nouvelles, les aristocrates se mirent à hurler de joie. Petrov se renfrogna. Depuis le moment précis où il était arrivé dans la ville frontalière et avait entendu le souhait de Roland de rester là pendant les mois d'hiver, il savait que ce jour arriverait un jour ou l'autre. Mais il ne s'attendait pas à ce que son ami participe aussi à cette bataille. Ignorant tous les regards, il l'attira plus près de lui et tenta de le dissuader. Tu ne devrais pas t'embarquer là-dedans, tu te prépares à combattre le prince. Je sais qu'il est prince. Prince de la montagne, c'est apparemment une blague. Blondinette tapota l'épaule du rouquin. Calme-toi, le duc Ryan ne fera pas de mal à son Altesse. Probablement le lord se rendra dès qu'il verra l'armée, et même s'il essaye de résister face à l'attaque de notre cavalerie, ses fermiers et mineurs commenceront simplement à s'enfuir. Roland n'a jamais manié ni lance ni épée. Je pense qu'il ne pourrait même pas couper un cheveu avec un couteau. Non, j'ai peur que cela te blesse, prince, pensa Petrov. Mais il ne dit rien à voix haute. Il savait que les autres ne le croiraient jamais, parce qu'il avait du mal à se croire lui-même, pour être honnête. Le protagoniste n'a que des paysans dans son armée, tandis que le Geertz a des montagnes royales. Et pourtant le roux était quand même inquiet pour une raison quelconque. Un peu plus tard, il est allé voir son père. En entendant la voix de son fils, le comte, sans arrêter d'écrire, déclara « Tu dois compter le nombre de nos gens et leurs bénéfices, puis m'apporter les résultats. Ensuite, je désignerai des soldats pour l'expédition de printemps. » Le duc Ryan a déjà envoyé l'ordre de rassembler les troupes. Dès que la neige fondra, nous et les 5 autres familles devrons lui fournir des chevaliers et des mercenaires pour prendre la ville frontalière. Combien de personnes devons-nous allouer, sait-il enquis? Le chauve posa finalement son stylo de côté et demanda « Qu'est-ce qui se passe ?» Avant, tu ne t'intéressais jamais à ce genre de questions. Ensuite, il tendit la main vers la table et prit une enveloppe contenant une lettre qu'il lut. Nous devons envoyer au moins 25 chevaliers avec des écuyers et des chevaux, bien sûr. Également 40 mercenaires entièrement équipés et pas moins d'une centaine de gens libres ou de serfs armés d'armes simples. Père, ne peux-tu pas rester à l'écart du champ de bataille? S'il te plaît, murmura Petrov. Que veux-tu dire, mon fils? Ne comprit pas le comte. Celui-ci expliqua qu'il s'inquiétait simplement pour sa sécurité. Le chauve dit en riant: Sa Majesté royale n'a que quelques chevaliers et moins de 50 gardes, alors que notre armée est 10 fois plus grande. Théoriquement, c'était bien le cas, mais le comte n'a pas vu le prince, alors que l'ambassadeur l'a vu. C'est pourquoi il a dit: Mes pères, tout le monde disait que le mur, fait de boue et de pierre, s'effondrerait bientôt. Cependant, le lord a dirigé la construction, et il tient toujours. Ils affirmaient également qu'une force frontalière composée uniquement de mineurs et d'agriculteurs ne pourrait pas arrêter les bêtes démoniaques. Que s'est-il passé au final? Son Altesse n'a pas seulement fait cela, il a même pu défendre sa ville jusqu'à la fin des mois infernaux, et pendant tout l'hiver personne n'a fui. Plus Pierre parlait, plus il était nerveux. Et regarde, maintenant tout le monde pense que le duc d'Oreillon a une victoire facile et qu'il écrasera le prince comme une fourmi. Papa, es-tu sûr que cela sera aussi simple que tu l'as imaginé? Assez, il frappa la table du poing avec force. Puis il secoua la tête, se leva et s'approcha du mur où étaient accrochés les portraits de leurs ancêtres. Tu as toujours été plus un homme d'affaires. Tu aimais vendre et acheter, pas monter à cheval et te battre. Mais bon, ce n'est pas grave. Être commerçant ne signifie pas être lâche. Ces commerçants qui traversent l'océan risquent leur vie chaque jour.
Regarde les portraits. Ton grand-père, le grand-père de son grand-père. Ils sont tous devenus des légendes en maîtrisant l'arc ou l'épée. Ils se défendaient eux-mêmes contre des créatures démoniaques, des bandits et des brigands. Et toi, tu me déçois. Avoir si peur d'un simple combat? Non, père. Le rouquin ne voulait plus argumenter, mais dans sa tête tournaient des pensées tout à fait différentes. Tu parles de nos ancêtres, mais regarde ces visages sévères sur les portraits et puis toi-même avec ton double menton et ton gros ventre flasque. Papa, tu penses vraiment que tu peux encore te battre comme nos ancêtres, manier un arc et monter à cheval? De plus, ton adversaire, c'est ce prince inhabituel. Nous retournons dans la petite ville frontalière. En ce magnifique jour ensoleillé, c'était le moment idéal pour que Roland tienne ses promesses. Il a attribué à Sir Payne le titre de vicomte. De plus, cet homme recevra également un morceau de territoire au sud de la rivière Rouge et le droit de fonder un village sur l'autre rive de cette même rivière. Actuellement, cette terre est encore couverte de forêts, mais le frère a déjà planifié comment il va la développer. En plus de cela, lorsqu'il organisera plusieurs productions différentes sur le terrain défriché, il partagera les bénéfices avec le père de Nana et ses descendants. Celui-ci a immédiatement accepté la proposition puisque le prince l'aidera, alors pourquoi pas ? Même s'il pensait qu'il n'y avait rien de plus intéressant que de chevaucher au centre de la bataille, après la naissance de sa fille, il a préféré se concentrer sur la chasse. Et ici, il se trouve qu'on peut obtenir de l'argent de rien. Le deuxième à qui le héros a attribué un titre était Brian. Il a été adoubé. Plus tard, l'homme a dû choisir s'il voulait obtenir son territoire ou s'il voulait continuer à servir dans l'armée. Si l'on choisit la terre, on ne peut plus rester dans la première armée de la frontière. Mais si l'on rejoint l'armée, on pourra obtenir un jour un terrain en récompense pour ses exploits et ses mérites militaires. Sans hésiter, Brian a choisi la dernière option. Puis le prince a finalement pu commencer la planification globale de ses territoires. D'un côté, la frontière longeait la rivière Rouge. De l'autre, une chaîne de montagnes impraticable. La taille totale était de 3 km en longueur et de 7 à 8 km en largeur. Une fois que les zones résidentielles seront délimitées, elles pourront également être attribuées comme récompense aux officiers pour des promotions ou des mérites particuliers. L'autre rive sera utilisée pour des zones industrielles et agricoles. La terre pourra être étendue vers le sud, la seule difficulté étant les forêts. Et puis aussi la topographie. Le terrain montait et descendait. La forêt contenait beaucoup de ressources précieuses, telles que le bois, les champignons comestibles, les animaux sauvages, les herbes et autres. Le bois pouvait être utilisé non seulement comme matériau de construction, mais aussi comme combustible. L'ingénieur a envoyé le Lightning pour explorer les limites de ce fourré, et après avoir parcouru plus de 30 km, elle n'a toujours pas vu de fin. Cela signifiait que si Roland utilisait les arbres de là-bas comme bois de chauffage, le feu brûlerait très longtemps. La dernière zone disponible pour lui se trouvait entre la forêt et une chaîne de montagnes infranchissables. Elle n'appartenait à personne, c'était une zone interdite, des terres barbares, ou en d'autres termes, un désert. Le garçon ne pouvait que supposer les dimensions de ce vaste territoire. En général, tout cela occupait tellement de place que cela semblait surpasser même tout le royaume de Greycastle. Réalisant qu'il y avait tant de terres près de lui, le prince était nerveux, mais il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas se permettre de s'en emparer pour l'instant. Sa principale tâche était d'augmenter la population de la ville frontalière. Ensuite, le protagoniste a appelé l'artiste Sarai. Il s'est gentiment enquis de son travail à la mairie. Je n'avais jamais peint autant de tableaux en une seule journée auparavant. La jeune fille semblait être dans un bien meilleur état que la dernière fois où Roland l'avait vue. Puis elle ajouta « J'ai déjà terminé les portraits simples en observant les gens par la fenêtre. C'est un peu étrange. Mais ils auraient très peur s'ils voyaient ta plume magique, sourit le garçon. Ils savent qu'il y a des sorcières dans la ville frontière, mais si tu leur montres ton pouvoir, tu pourrais provoquer quelques incidents désagréables. Alors essaie de ne pas trop te faire remarquer, ne leur fais pas comprendre que tu es une sorcière. »
Plus tard, bien sûr, ils changeront d'avis. Le don artistique de la sorcière a aidé l'ingénieur à élever le programme d'enregistrement des citoyens à un tout nouveau niveau. Pour ce plan, il a ordonné de vider une pièce entière dans l'hôtel de ville, puis y a rassemblé toutes les informations disponibles sur les citoyens. C'était un peu comme un archive des habitants. Sur les feuilles de papier étaient écrits les noms, l'âge, l'adresse, la liste des parents de sang et d'autres choses. Cette information n'était que des statistiques, collectées pour l'hiver, mais maintenant ces enregistrements étaient complétés par de nouvelles informations. Le plus grand changement dans les archives était qu'un fichier coloré était maintenant joint aux fiches personnelles. Sur l'ordre du prince, une petite pièce a été installée à l'hôtel de ville où une grange invisible pour quiconque pouvait se loger. Il y avait seulement une porte et une petite fenêtre par laquelle la sorcière observait la personne qu'elle devait dessiner. Quand elle jetait des sorts, le modèle ne voyait pas sa plume magique. Quant à la manière dont Roland a obligé les citadins à venir et à partager volontairement des informations sur eux-mêmes, c'était assez simple. Il a promis de payer 10 roels de cuivre pour les informations qui étaient allouées du trésor. Revenons au présent. Mon frère sortit quelques morceaux de papier découpés et les tendit à la jeune fille en disant « Aujourd'hui, je t'ai appelé pour que tu dessines quelque chose. » La fille remarqua que tous les morceaux étaient rectangulaires et absolument de la même taille. Le protagoniste avait une idée en tête depuis longtemps. Si les sorcières ne faisaient que s'entraîner chaque jour, elles finiraient par s'ennuyer. On peut en dire autant de lui, surtout en tenant compte de ces moments où il devait attendre que la neige fonde, ce qui l'obligeait à rester dans le château presque en permanence. Par conséquent, il en est venu à la conclusion qu'il valait la peine de réinventer quelques jeux de société de sa vie passée pour que passer du temps dans le château ne soit pas si ennuyeux. La façon la plus simple de se divertir était de créer un jeu de cartes. Cependant, le papier ordinaire d'ici ne convenait pas pour cela et il ne serait pas pratique de le mélanger. Mais grâce à la grange, il a finalement trouvé une idée sur la façon d'organiser le tout. Donc le frère lui a demandé de représenter un soldat avec une lourde arbalète, armure, fond, âge, tout ce qui lui vient à l'esprit, qu'elle le dessine. L'essentiel est qu'il y ait une énorme arbalète lourde. Bientôt, un homme d'âge moyen avec une arme est apparu sur le papier. Très bien, la félicita Roland. Laisse-moi réfléchir à ce que dessiner ensuite. Oh, dans le coin supérieur gauche de la feuille et juste en dessous au centre, ici et ici, dessine un petit cercle. Le garçon a essayé de se rappeler à quoi ressemblaient les cartes. Le premier cercle devait être blanc avec une bordure dorée et le deuxième orange avec également une bordure dorée. Quand la remise a terminé, il lui a demandé d'ajouter un chiffre dans le premier cercle et un symbole d'arc et de flèche dans le second. Cela ressemble à ce que vous vouliez ? Demanda la fille. Eh bien, ce n'est qu'une carte et il en reste encore beaucoup à dessiner. Dès que tu auras terminé, tu t'assoiras à la table et je t'apprendrai à jouer. Très bientôt, Gwent deviendra le sujet de conversation de toute la ville. Et comme promis, après l'avoir créée, il joue avec elle la première partie et finalement, il passe toute la journée plongé dans le jeu. Ma force d'attaque est plus élevée que la tienne, donc j'ai gagné, déclara Roland en jetant la dernière carte sur la table. Et Saraya, assise en face de lui, cacha son visage avec ses mains. « Et encore un tour » dit-elle d'une voix basse, puis après un moment de réflexion, ajouta « Et cette fois, laissez-moi choisir vos cartes. » Eh bien, c'était trop tard. Le prince avait déjà toussé et j'ai encore beaucoup de travail à refaire. Va jouer avec quelqu'un d'autre. La magicienne n'avait pas d'autre choix que d'accepter. D'accord, dit-elle, et saisissant le paquet de cartes, elle courut vers la porte. À ce moment-là, à l'extérieur de la fenêtre, une mélodie joyeuse se fit soudain entendre. On dirait que cet écho avait enfin pleinement apprivoisé son don. Roland s'adossa au fauteuil et profita de la musique familière. La première armée de la ville frontalière entrera bientôt dans la phase d'entraînement aux manœuvres complexes. Par rapport aux simples exercices de tir depuis le mur, ceux-ci se dérouleront en pleine nature. Les soldats devront apprendre à se déplacer sur les champs sans rompre les rangs tout en restant constamment en position de tir. Pour aider les soldats à marcher au pas, le prince comptait utiliser des tambours et des cris. Mais maintenant qu'il avait un écho, il pouvait avec son habileté imiter plusieurs instruments à la fois. Pour la femme au teint basané, la musique n'était pas quelque chose de nouveau. En tant qu'esclave de première classe, elle avait été formée à de nombreuses choses. Avec un danse séduisant, des petites chansons coquines et autres. Cependant, cette chanson que lui avait chantée le seigneur était tout à fait différente.
Elle était rythmée et assez énergique. Le petit frère a même demandé à la fille d'imiter le son de la flûte. Passons donc aux entraînements. Les chants militaires permettaient non seulement de garder le rythme, mais aussi de remonter le moral de l'armée. Le plus célèbre des marches était probablement la chanson des grenadiers britanniques. Cependant, l'ingénieur, malheureusement, n'en connaissait précisément que le titre et non la mélodie complète. Bien que ce ne soit pas un gros problème, s'il se souvient du motif approximatif, il peut à tout moment inventer son propre texte dessus. Un peu plus tard, lorsque Skroll frappa à la porte, elle entendit immédiatement une réponse de l'autre côté. « Entrez !» Elle le fit et vit Anu assise à une table près de la fenêtre en train de lire un gros livre. Après presque une semaine de connaissances rapprochées, la sorcière plus âgée comprenait déjà bien le caractère de la magicienne du feu. Si elle avait quelque chose à dire, elle le disait directement, sinon elle était calme, silencieuse et très sérieuse. En général, il était difficile de trouver une personne qui était aussi en harmonie avec elle-même. « Pourquoi tu ne joues pas à ce jeu de cartes ?» s'enquit la fille aux cheveux bleus. Ces 2 derniers jours, les sorcières, attendant avec impatience la fin des entraînements, galopaient vers le château et s'entassaient dans la pièce grange, apprenant ce qu'on appelle le Gwent. Elles s'affrontaient et essayaient de collecter le plus grand nombre de cartes uniques. Il semblait que cela ne les lasserait jamais, parce qu'il était rare que les filles de Ben Swimp aient vu en train de faire cela pendant leur temps libre. La mage de feu a répondu « Eh bien, j'ai juste décidé de lire quelques livres. Je n'ai pas tes capacités, donc la lecture prend beaucoup plus de temps. » Skroll la caressa doucement sur la tête. « Ne t'inquiète pas, rappelle-moi un de ces jours que je voulais te donner quelques nouveaux manuscrits. » Ensuite, elle a ajouté « Car c'est précisément à cause de toi que le destin de toutes les sorcières survivantes de l'association a changé si radicalement. Sans toi, Nightingale ne serait jamais allée à la ville frontalière et nous n'aurions jamais rencontré le 4e prince du royaume de Greycastle. Et aussi, nous n'aurions pas su quoi faire pour traverser sans douleur le jour de l'éveil. En quelque sorte, tu es une sauveuse pour toutes les sorcières. » En fait, à cause de cela, la fille aux cheveux bleus a immédiatement commencé à traiter Annie très bien. D'ailleurs, cette dernière s'est aussi intégrée au collectif des autres sorcières qui avaient beaucoup plus d'expérience. Soudain, Skroll dit « Tes cheveux semblent un peu longs. Personne ne t'a aidé à les couper avant ?» La jeune fille secoua la tête. « Non, je le fais toute seule. » Alors, l'aînée s'anima étrangement. « Tes cheveux emmêlés n'ont pas l'air très bien. Laisse-moi te les couper. » La fille aux yeux bleus fut étonnée qu'elle le fasse vraiment pour elle. « Au camp, je coupais toujours les cheveux des sœurs, » répondit joyeusement Skral. « Attends un instant, je vais chercher les outils. » Bientôt, elle est revenue avec un sac en tissu. Les ciseaux qu'elle en sortit avaient été utilisés par la dame avant son adhésion à l'association, lorsqu'elle coiffait des clients dans la région du vent marin. Tous les roules de cuivre restants après l'achat du pain étaient redonnés à un vieux capitaine avec une jambe cassée. C'est lui qui lui avait appris à lire et écrire jusqu'à sa mort. Et toutes ces histoires qu'elle connaît, elle a eu l'occasion de les apprendre là-bas dans les tavernes. Puis Anna s'est posé la question. Pratiquement chaque histoire dans ce livre que tu m'as donné hier se termine de la même manière. Le prince prend-il toujours la princesse pour épouse? En entendant cette question, Tana s'est arrêtée une seconde. Les contes qu'elle lui avait donnés étaient manifestement des histoires irréelles tirées de la vie. Skroll avait simplement enregistré les anecdotes qu'elle avait entendues pendant ses voyages. Toutefois, elle les avait intentionnellement consignées dans un seul livre. Et les histoires où le seigneur ne se mariait pas avec la princesse se terminaient vraiment très tristement. C'est pourquoi la fille aux cheveux bleus n'a donné à la sorcière du feu que des histoires avec des fins heureuses. L'aînée savait qu'après avoir lu, Anna aurait beaucoup de questions. Et après avoir réfléchi un peu, elle a répondu. Eh bien, principalement oui, c'est comme ça que ça se passe. Bien que parfois les princes épousent les filles des archiducs ou des ducs. Par exemple, le roi Wimbledon III de Greycastle a épousé la fille du duc de la ville d'Argent. Après avoir répondu à la question, Skroll sembla soudain s'attrister. Elles avaient déjà discuté de la situation Swendi, mais la situation de la calme et adulte Shadowkiller était fondamentalement différente de ce qui se passait entre Anna et Roland. Il y avait une grande chance que ces deux-là développent des sentiments réciproques. Pourquoi donc? Demanda la magicienne du feu en secouant la tête, comme pour chasser les souvenirs de rêves détruits. Est-il obligé de faire ça, même s'il ne trouve aucune princesse ou autre dame de la noblesse attirante? La demoiselle ne s'attendait pas à ce qu'elle continue à poser des questions et a répondu « Oui, même dans ce cas, il doit épouser l'une d'elles. »
Le prince deviendra probablement le nouveau roi, et le mariage du roi ne peut pas se baser uniquement sur des préférences personnelles. Il doit stabiliser les forces dans son pays et aussi prendre en compte les désirs des pays voisins. Épouser une princesse est un très bon moyen d'éviter une catastrophe, mais la raison la plus importante est bien sûr que le dirigeant doit avoir des héritiers. En entendant cela, la fille aux yeux bleus cessa de poser des questions, ce qui réjouit beaucoup Scroll. Ces choses ne se comprennent pas tout de suite, donc elle ne pouvait tout simplement pas les enfoncer dans sa tête, et elle ne voulait pas non plus jouer le rôle de celle qui les sépare. Il ne restait qu'à espérer qu'un jour Anna comprenne tout elle-même. Après avoir terminé la coupe, la dame lui a tapoté l'épaule, a balayé les cheveux coupés et a dit « Tu es superbe !» Quand la fille aux cheveux bleus s'apprêtait à partir, la magicienne du feu prit à nouveau la parole. « Je pense que Roland n'est pas comme tous ces princes de tes histoires. » Sa voix était calme et assurée, mais pour une raison quelconque, il semblait qu'elle essayait d'abord de s'en convaincre elle-même. Il fera comme il le souhaite et aucune influence extérieure ne pourra affecter sa décision. La sorcière plus âgée ne put rien dire pendant longtemps, puis rassemblant son courage, elle souffla. Pourquoi? S'il était comme ces seigneurs des histoires, il ne m'aurait jamais sauvé. Après le dîner, Roland retourna dans son bureau pour mettre par écrit toutes ses connaissances en mathématiques simples. La nature ne l'avait pas doté d'une très bonne mémoire, il pouvait donc oublier certaines choses. De plus, il évaluait sobrement ses capacités et comprenait qu'avec le temps, il oublierait de plus en plus. Sur son ancien emploi, le jeune homme utilisait à la fois les mathématiques et la physique, mais ses connaissances en histoire, géographie, biologie, chimie et d'autres matières ont presque complètement disparu de son esprit. Le héros a quand même décidé d'enregistrer les données de ses cours, même si elles n'étaient qu'à un niveau débutant. Bien sûr, il était encore trop tôt pour organiser une école pour les citadins, mais il voulait que plus tard, les gens puissent apprendre quelque chose de ce qui avait été enregistré. Dès qu'il remplissait complètement la feuille de papier, il la transmettait à Scroll, qui se mettait immédiatement à lire. Quand la sorcière avait fini de lire l'information, celle-ci était solidement conservée dans sa mémoire magique. Malheureusement, la mémoire de la dame, bien qu'excellente, ne lui permettait pas de comprendre les choses mémorisées, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait pas apprendre le cours par elle-même. C'est pourquoi, pendant son temps libre, Roland expliquait parfois à la sorcière ce qu'elle mémorisait exactement. L'ingénieur aimait donner des conférences aux autres, il considérait cela comme un travail assez intéressant. Surtout quand on voit d'abord un regard perplexe, puis un regard inspiré, rempli de compréhension et de prise de conscience du texte lu. Chaque fois qu'il voyait cela, il éprouvait un sentiment de devoir accompli. En observant la jeune fille, le prince comprenait qu'il avait accompli beaucoup. Bien sûr, cette compréhension incluait le fait que la réalisation de son plan se rapprochait d'un pas. Puis il s'est demandé, qu'est-ce que la magie pour ce monde? Elle est partout, dans les profondeurs des mines du Nord, au sommet des montagnes infranchissables, dans les terres désolées barbares de l'Ouest, partout dans la région du vent marin. Les enchantresses peuvent ensorceler n'importe où. Si l'on considère la force magique comme de l'électricité, alors les sorcières sont des piles ou des générateurs. Mais il est évident que la magie peut faire bien plus que l'électricité ordinaire. C'est probablement la source de toute énergie. Par exemple, Wendy a mentionné que Kara pouvait invoquer 4 types de serpents différents. La mort, la douleur, l'engourdissement et le néant. Un autre exemple était Nightingale. Sa capacité à se cacher dans le brouillard ressemblait presque à de la distorsion spatiale. Les compétences des sorcières variaient tellement que Roland ne pouvait pas trouver de meilleure explication à l'origine de la magie que le fait qu'elle soit directement liée à l'énergie primaire de ce monde. Il faut examiner la nature de l'univers, étudier les règles, et alors seulement il sera possible de donner une définition précise de l'énergie. Dans le monde passé du héros, Einstein a défini 4 forces principales et les a placées dans un cadre théorique, la soi-disant théorie de la relativité. En d'autres termes, il l'a fait pour trouver la source de l'origine de l'univers. Et si les règles fondamentales des univers se répétaient? Arrivé à cette question, le prince réfléchit profondément à ce qui se passerait s'il retournait dans son ancien monde, si cette même force magique y existait. Il y a alors apparemment, dans ce monde, il n'y a pas de sorcière. C'est pourquoi elle était ignorée. Mais maintenant, Roland ne pouvait que supposer. Avec le niveau actuel de développement technologique, il ne pouvait pas étudier cette énergie correctement. Donc, le travail le plus important pour lui maintenant était le développement de l'industrie et du niveau général de la civilisation.
Votre Altesse royale !» Remarquant qu'il était plongé dans ses pensées et avait un air absent, Skrull décida de rappeler sa présence. Il toussa 2 fois, gêné, et en regardant la bougie allumée, il dit « Pour aujourd'hui, cela suffit. Tu peux partir. À demain. » La dame s'est levée de sa chaise, s'est inclinée et s'apprêtait à partir, mais s'est arrêtée au milieu de la pièce en disant « Je veux poser une question. » « S'il te plaît, pose des questions librement. » Fit un signe de tête l'ingénieur en prenant sa tasse et buvant une gorgée de thé. Avec les sorcières, il n'y avait pas de problème particulier, à moins qu'on ne fasse attention au fait qu'elles semblaient toutes un peu tendues et manquèrent de confiance en elles. Ce serait bien si les dames n'avaient pas peur et agissaient avec un peu plus d'assurance. Mon frère s'attendait à ce que la question soit assez banale, comme « Pourquoi avez-vous décidé de nous accueillir? Vous n'avez pas peur de la colère de l'église ?» Nightingale et Wendy lui avaient déjà posé la question tant de fois qu'il en avait perdu le compte. Mais puisque Skrull se tenait au milieu de la pièce avec tant de sérieux, le prince ne pouvait tout simplement pas ne pas répondre. Qu'elle sache qu'il est toujours honnête avec elle et qu'il les traite amicalement. Enfin, la femme aux cheveux bleus parla. « Est-il possible que vous épousiez une sorcière ?» Le protagoniste surpris recracha maladroitement le thé qu'il avait en bouche et, avalant difficilement ce qui restait, se demanda « Pourquoi tu demandes ça ?» Skrull avait ouvert la bouche, mais au final n'a rien dit de compréhensible. Alors le garçon se mit à réfléchir. Épouser une sorcière. La première à laquelle il pensa après cette question fut bien sûr Anna. Depuis le moment où Roland l'a rencontrée là-bas, dans la cage, et a vu ses yeux bleus pour la première fois, il n'a pas pu l'oublier. Jusqu'au jour de l'éveil, les sorcières ne se distinguent en rien des femmes ordinaires. Cependant, après, les pouvoirs les rendent plus parfaites. La même chose pouvait être dite des paramètres physiques. Leur corps avait des formes plus variées et elles étaient plus grandes qu'une femme ordinaire. S'ils avaient été dans la vie passée d'un ingénieur, ils auraient bien pu captiver l'attention de la foule. Alors pourquoi devrait-il douter de sa décision d'épouser une sorcière? Y a-t-il vraiment un problème? Le gars regarda le parchemin et avec un sourire demanda « Pourquoi pas ?» Un peu plus tard, en chemin vers sa chambre après l'entraînement, Wendy frottait ses épaules douloureuses. Nightingale était déjà arrivé dans sa chambre et s'était changé en pyjama, attendant son amie assise sur le lit. Depuis les premiers essais, la petite ville a connu quelques changements. Par exemple, à la place de travail de la sorcière, on a installé un auvent pour la protéger du vent, de la pluie et du soleil brûlant. Mais elle avait toujours mal aux mains à cause du contrôle prolongé du vent. Dès que la rousse vit l'expression du visage de son amie, elle fut stupéfaite. Quelque chose d'étrange se passait. Nightingale souriait largement. « Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé de si bon ?» s'enquit-elle. L'assassin de l'ombre se contenta de secouer la tête en silence, souriant encore plus. La scène se déplace dans le passé lorsque le Skrull a posé la question de savoir si le héros épouserait la sorcière. Il s'avère que le rossignol écoutait leur conversation et en apprenant la réponse du prince, elle s'est embrasée d'espoir. Wendy, n'ayant pas reçu de réponse, a supposé que Nightingale avait simplement eu de la chance au Gwent aujourd'hui et qu'elle avait gagné une nouvelle bonne carte. Le jour suivant arrive et nous voyons le capitaine Fer-Épée entraîner les soldats. Sur les fusils était déjà attachée la nouvelle invention de son Altesse, la baïonnette, mais comparée aux machines et à la poudre, elle semblait quelque peu fade. En raison de la pointe, l'entraînement au maniement de la baïonnette était assez particulier. Les soldats n'avaient pas besoin d'apprendre à bloquer et à parer les coups avec. La seule chose qu'ils devaient entraîner, c'était les coups des stocks. C'est pourquoi les guerriers se sont alignés et ont commencé à apprendre la manière la plus pratique d'utiliser l'épée. Ils ont mis une jambe légèrement en avant, ont légèrement plié les genoux et ont fait des fentes synchronisées dans le vide, projetant brusquement les deux mains avec l'arme en avant, essayant de frapper aussi fort que possible. Cet entraînement monotone était très ennuyeux, donc Carter a été même surpris de réaliser que les combattants agissaient avec enthousiasme. Avant le début de l'hiver, ils n'étaient qu'un groupe de paysans paresseux et faibles, mais maintenant ils se comportaient comme une équipe parfaitement disciplinée. Bien sûr, donne-leur une arme blanche et ils pourraient les vaincre chacun en 3 coups. Cependant, la force de volonté de ces soldats était digne d'envie, car ils avaient déjà accompli beaucoup.
et il leur suffit de verser le premier sang dans la bataille pour qu'ils deviennent immédiatement de véritables combattants. À ce moment-là, son Altesse entra sur le terrain en compagnie d'une femme dont la tête était couverte d'un capuchon. Le chevalier n'en fut même pas surpris. Le prince lui avait préalablement annoncé que la sorcière serait présente à l'entraînement d'aujourd'hui. Seulement, Blondinet ne savait pas qu'elle serait si grande. À première vue, elle était de la taille d'un lord, mais sa grande taille ne la gâchait pas. Il réfléchit un peu, puis se ressaisissant, demanda à l'ingénieur si c'était bien la fille qui allait les aider. Soudain, un des soldats se précipita vers le protagoniste. En remarquant cela, Carter fronce les sourcils et fit un pas en avant, se plaçant entre l'attaquant et le lord. Nightingale a réagi encore plus vite, apparaissant de nulle part. Si quelque chose s'était mal passé, elle aurait immédiatement entraîné Roland dans le brouillard. Mais ensuite, tout le monde a compris que ce n'était pas un simple soldat qui courait, mais un Iron Axe. Et il ne courait pas non plus vers son Altesse, mais vers la grande dame qui l'accompagnait. Il tomba à genoux devant elle, non pas sur un genou comme c'était traditionnel dans les royaumes, mais directement sur les deux, puis s'inclina profondément. Se tenant la tête, il murmura « Chef de mon clan ». Sur cette note, l'entraînement de l'équipe de tir a dû être suspendu, et les gens sont partis pour une pause inattendue. Alors, un petit flashback, Eka venait du clan Osha qui vivait dans la ville du Sable de Fer. Avant, elle s'appelait Lune d'Argent et son père était le chef du clan. La vie du peuple des sables n'est pas facile. La ville de Sable de Fer pouvait héberger un nombre limité d'habitants, donc tous les 3 ans. Toutes les tribus devaient participer à un duel sacré. 6 gagnants avaient le droit de s'installer directement dans la ville, tandis que les perdants vivaient au-delà de ses frontières ou devenaient les esclaves de ceux à qui ils avaient perdu. Ainsi, à cause des machinations du clan Tibia, le clan Oshé a perdu lors des duels, en perdant même leur leader. Le vainqueur se tourne avec arrogance vers Echo et demande « Alors, il semble que tu es la dernière restante. La fille du chef ne souhaite-t-elle pas participer au duel sacré ?»« D'accord, arrête de résister, vous avez déjà perdu, ajouta-t-il en s'approchant de la dame. Regarde, ton père et ton frère sont tombés de mes mains. Selon les règles, tous vos gens deviendront mes esclaves. C'est le résultat de votre faiblesse. » Pendant ce temps, la hache de fer continue de se débattre, ce qui a attiré l'attention de l'attaquant. « Ah, ce sang mêlé Majin que vous avez accueilli et élevé ne cesse de s'agiter. Félicitations, vous avez réussi à élever un bon chien. » Peut-être qu'un autre clan l'acceptera avant qu'il ne devienne esclave. Quant à toi, tu es très attirante. Si je te vends au nord, je gagnerai une bonne quantité d'or. Entendant cela, le bleu hurla « Lâche-la !» mais reçut aussitôt un coup de massue sur la tête et s'effondra comme un sac de pommes de terre. Le type désagréable continue d'humilier Echo en lui marchant dessus et en ordonnant à ses copains d'emmener l'esclave au port d'eau claire. Pendant ce temps, la hache en fer luttait pour rester consciente, fermant lentement les yeux, regardant les salauds emmener son chef, incapable de faire quoi que ce soit. Et en général, comme vous l'avez déjà compris, le futur chasseur était un métis. Il a été adopté par un des membres du clan Osha. Cependant, malgré cela, le peuple du désert ne le considérait pas comme l'un des Osha, donc ils ne l'ont pas exilé ni vendu en esclavage. En raison de sa force physique exceptionnelle, d'autres tribus, au contraire, voulaient attirer l'homme de leur côté. Mais avec les années passées avec la famille Echo, Hache de Fer, recevant constamment de l'aide de leurs parents grandissant, est resté très dévoué au patriarche qu'il avait accepté comme son propre fils. C'est pourquoi il n'a pas hésité et est parti résolument à la recherche de Sombre dans l'espoir de la sauver. Après un long et difficile voyage, il est enfin arrivé au port d'eau claire, mais n'a pas trouvé la fille là-bas. Elle avait déjà été vendue au roi de Greycastle. Après avoir raconté tout cela, le bleu n'a pas pu se retenir davantage et s'est agenouillé pour montrer qu'il regrettait. Votre Altesse, j'ai prêté serment devant 3 dieux de suivre vos ordres jusqu'à la fin de ma vie. Cependant, lorsque j'ai vu la lune d'argent, j'ai été stupéfait. Je n'ai pas pu réprimer mes émotions. Je vous prie, punissez-moi pour mes actions. Roland a dit doucement, tout est clair pour moi. Lève-toi s'il te plaît, il ne faut pas te comporter ainsi. Puis il se tut pendant quelques secondes, puis déclara avec assurance « De plus, je pense que je pourrais bien vous aider à venger votre peuple.
Quoi? S'exclama la hache de fer, choquée, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. L'écho, en revanche, ne réagit presque pas. Elle avait depuis longtemps perdu l'espoir de retourner dans la cité de sable. Bien sûr, je ne peux pas vous arranger cela pour le moment, précisa le prince. En fait, il n'est pas venu à l'idée de vengeance pour le clan Osha de manière spontanée ou par simple caprice. Déjà lors des récits du chasseur sur le sud, certaines choses l'avaient intrigué. Ces terres étaient très chaudes et sèches et de nombreuses choses étranges s'y produisaient, surtout les langues de feu orange sortant du sol qui brûlaient pendant des décennies sans se propager à la surface. Un feu orange brûlait souvent au-dessus d'une immense fosse et au fond, on pouvait parfois apercevoir une bouillie noire en ébullition. En entendant pour la première fois la description de cette substance sombre, le frère se demanda immédiatement si ce n'était pas du pétrole. Ce liquide était très important pour le développement de l'industrie, et le gars le comprenait bien. Après tout, plus de la moitié des affrontements militaires dans le monde d'origine du voyageur se produisaient justement à cause du pétrole. La hausse et la chute de ses prix pouvaient fortement influencer l'économie de nombreux États, parfois même inverser les positions des superpuissances et des pays du tiers-monde. Si l'ingénieur parvient à prendre le contrôle des sudistes, il aura accès à une source stable de pétrole. Mais pour l'instant, le prince n'avait pas le temps pour des escarmouches dans les régions éloignées du continent, qui ne lui appartenaient pas. C'est pourquoi il a décidé de laisser le spectacle Vengeons le clan Osho pour plus tard. Ainsi, le héros se leva devant la hache en fer. Dès que je monterai sur le trône, je vous rendrai justice. Cependant, aujourd'hui, tu as enfreint la discipline de la première armée, donc je te condamne à 2 jours d'emprisonnement dans le sous-sol. Assieds-toi, réfléchis à ce que tu as mal fait. Oui, votre Altesse, répondit joyeusement le chasseur. À ce moment-là, Brian pensait que l'entraînement était terminé pour aujourd'hui, mais comme les autres soldats, il continuait à rester à sa place, n'osant pas partir sans ordre. Avant de partir chercher le prince, Carter a crié aux combattants de se reposer, mais de ne pas se disperser. « Monsieur, vous avez dit que Topor de Fer ne reviendrait pas », a demandé Neil, qui faisait partie de son groupe. « J'ai failli avoir une crise cardiaque quand il s'est précipité en avant », a terminé le garçon. « Combien de fois dois-je te le répéter? Ne m'appelle pas monsieur », a soupiré le moustachu. « Je suis le chef de groupe, alors appelle-moi comme ça. » En réponse à la question, il hocha simplement la tête en silence, mais il était inquiet. Un jour, il avait vu un roturier sortir accidentellement devant le carrosse de la noblesse et être sévèrement puni pour cela. Il avait presque été réduit en bouillie par la garde du véhicule. Malgré le fait que Hache de Fer soit originaire d'un autre pays avec d'autres coutumes, s'agenouiller devant une femme en ignorant complètement le prince était très imprudent. Et appeler une femme le chef du clan était d'une stupidité éclatante, sans parler du fait que cela allait à l'encontre de l'étiquette. Je pense que ce ne sera pas grave, réfléchit à voix haute Neil. J'ai parlé avec son Altesse et il ne ressemble pas au reste de la noblesse. Et bien que tous les seigneurs se ressemblent, ils agissent de manière très différente. Et c'est à ce moment précis que l'ingénieur est revenu avec Carter et Echo. Brian s'efforça de ne pas penser à toutes ces choses monstrueuses qui par malchance lui venaient à l'esprit. Ainsi, le chevalier commanda aux combattants de se mettre en formation dans le même ordre que celui dans lequel il s'était entraîné avant l'incident. Quand les soldats furent prêts, son Altesse s'avança et parla. « Nous avons dû suspendre votre entraînement au combat pendant un moment. Maintenant, le problème est résolu, alors continuons la formation. Cette femme à côté de moi est aussi une sorcière. Elle s'appelle Echo. Hache de Fer et elles sont du même clan et ne se sont pas vues depuis de nombreuses années. Conformément aux règles de discipline, le bleu a été condamné à 2 jours de détention. Je le répète encore une fois, vous êtes maintenant des guerriers de la première armée et le plus important pour vous est d'obéir toujours aux ordres et de maintenir la discipline. Tout le monde a compris. Ai-je été suffisamment clair? Oui, milord. Tous les soldats ont crié d'un commun accord, rassurés que le chasseur ne resterait enfermé que quelques jours. L'ingénieur a continué. À l'entraînement d'aujourd'hui, nous utilisons le don de cette sorcière. Elle peut imiter de nombreux sons différents, y compris des instruments de musique comme des tambours et des trompettes. Elle nous jouera quelques marches qui vous serviront de soutien. Vous devrez vous déplacer au rythme, ni plus vite ni plus lentement. Pendant les entraînements et les combats, elle sera derrière vous. Vous pouvez la considérer comme le drapeau de la première armée. Vous devez la protéger à tout prix. Bon, j'ai fini de parler, alors habituez-vous à la nouvelle chanson. Maintenant, la demoiselle va tout démontrer. Qu'est-ce qu'une marche?
Brian était légèrement confus. C'est quelque chose comme la musique que j'entends de temps en temps dans les bars. Et comment ce truc mou et traînant peut-il motiver les soldats à bouger et les aider à se déplacer à l'unisson? Mais dès qu'il a entendu la mélodie qui sortait de la bouche de l'écho, il a réalisé qu'il n'avait jamais ressenti cela auparavant. Le moustachu a immédiatement compris de quoi parlait son Altesse. Le battement des tambours semblait s'enfoncer dans les os, apportant avec lui le désir de toujours aller de l'avant. La légère mélodie des instruments avant semblait inspirer un désir de s'envoler. Cette soi-disant chanson de marche pouvait renforcer l'esprit combatif des guerriers, les incitant à avancer en synchronisation et sans relâche. Eh bien, voilà les paroles. Nous sommes tous des tireurs d'élite, chaque balle tue l'ennemi. Nous sommes tous des soldats avec des ailes, n'ayant pas peur des hautes montagnes et des eaux profondes. Dans les forêts denses, nos camarades ont installé leur camp. Là-bas, sur les hautes montagnes vivent de nos innombrables frères. Après un certain temps, près des murs de la ville de l'Aigle, il n'y avait pas tellement de guerriers. Ils ne semblaient pas être des défenseurs fiables, donc cela ne ressemblait pas à un établissement prêt pour la défense. Tout à coup, surgit une flèche qui transperce l'un des gardes. Avant que les autres ne puissent réagir, plusieurs dizaines d'autres flèches apparaissent et trouvent leur cible, les faisant crier de douleur. Comme il devient vite évident, c'est le roi Timothée Wimbledon qui est venu régler les choses avec sa sœur, qui s'est proclamée reine des eaux pures. Dès que l'homme aux yeux jaunes a appris que Garcia avait déclaré l'indépendance de sa région, il s'est immédiatement préparé à lui répondre. Il a mobilisé toutes ses troupes terrestres en ajoutant l'armée du duc de l'Est et a ordonné l'attaque contre l'Aigle. Cependant, la confiance en soi de Timothy avait été ébranlée par les actions rapides de sa sœur. Mais malgré cela, le dirigeant nouvellement proclamé restait tout aussi impassible, ce qui lui avait permis de gagner encore plus la confiance de ses ministres. L'armée du deuxième prince est très grande, elle comprend ses propres guerriers, des chevaliers de la capitale et même des combattants spécialement engagés. Le nombre total de personnes est d'environ 6000, ils étaient divisés en 3 bataillons. Grâce à son espionnage, Timothée savait que l'armée de Garcia ne dépassait pas 3000 guerriers et la plupart d'entre eux étaient de simples citoyens libres du port d'eau claire. En bref, ils n'étaient que des fermiers et des commerçants prenant dans la panique la première arme venue. Ils ne représentaient aucune menace pour les chevaliers du roi. La ville de l'Aigle elle-même n'était pas si développée. Autrefois, elle n'était qu'un simple poste de commerce situé exactement entre 2 villes. Mais ensuite, il y a environ 100 ans, les colonies environnantes se sont développées. Ainsi, Aigle a lentement rampé jusqu'au statut de ville. Timothy, malgré la supériorité numérique, a intentionnellement fait une manœuvre de diversion sur la route principale, tandis qu'il envoyait les chevaliers d'élite par l'est. Mais apparemment, la sœur ne va pas se battre, car elle devait évidemment savoir que l'armée s'approchait. Et comme jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas eu de réaction, on en conclut que la dame se prépare à fuir, ou plutôt qu'elle a déjà fui. Le duc Francis a dit « Il est fort probable que ce soit le cas. Cela peut être considéré comme son dernier mot. La ville de l'Aigle ne peut pas supporter un siège, donc si Garcia avait essayé de défendre les murs, nous aurions facilement remporté la victoire. Tout s'est passé comme vous l'aviez supposé hier lors de la réunion de combat. Elle a été surprise que nous arrivions si vite, a-t-il ri. Nous sommes arrivés juste à temps, a déclaré Timothy. Elle ne pourra rien entreprendre la nuit, même si elle le souhaite vraiment. Vous avez raison, marcher la nuit est un tabou. Si son armée fait ne serait-ce qu'un pas, nous pourrons attaquer les premiers et l'anéantir immédiatement. Et dès que les combattants perdront le moral, il leur sera difficile de se regrouper. Même si elle fuit ensuite vers le port d'eau claire, elle ne fera que retarder l'inévitable, remarqua Francis. Mais, dit le roi, connaissant Garcia, elle n'aurait pas choisi de rester et de mourir avec les habitants, mais aurait plutôt préparé avec précision sa voie de retraite. Puis il déclara avec assurance « Ma chère sœur, va de l'avant et sauve-toi. Même si tu y arrives, tu ne pourras toujours pas éviter ma colère. » Et ensuite, selon le plan esquissé précédemment, ils devraient se séparer ici.
Le duc continuera l'attaque sur la ville de l'Aigle et le souverain partira à la recherche des rebelles. Quand la ville sera complètement détruite, le premier aidera le second à vaincre la soi-disant reine des eaux pures. Enfin, Timothy fit un geste de la main et donna l'ordre à ses soldats. À l'attaque, hissez le drapeau du royaume de Greycastle au-dessus de la ville. L'armée derrière lui se réorganisa, se divisa en plusieurs petits groupes, chacun dirigé par un chevalier et se dirigea vers Aigle. En première ligne avançaient des paysans libres, suivis par des mercenaires armés qui constituaient la principale force de ce siège. Dès que l'armée commença à prendre d'assaut les murs, le souverain prit les chevaliers restants et se dirigea vers le sud-ouest. À ce moment, nous resterons avec le duc qui assiège la ville et ensuite nous saurons si le deuxième prince a pu rattraper la troisième princesse. Contrairement à ce que Francis s'attendait, les défenseurs qui devaient se tenir de l'autre côté de la clôture n'étaient nulle part. Le mur n'était absolument pas gardé à ce moment-là, donc quelques secondes plus tard, les combattants infiltrés ont abaissé les portes. En avant, dit Brunet et aiguillonna son cheval, menant le reste de son armée. Moins de 30 minutes s'étaient écoulées entre le début du siège et l'entrée dans la ville. Intéressant, que faisait donc Garcia à Imbledon? Francis fronça les sourcils, même si la princesse n'avait pas l'expérience de combat nécessaire. Elle devait quand même savoir qu'il fallait laisser au moins un petit groupe de guerriers pour défendre la ville, embauchés pour une somme énorme. Ceux qui n'auraient pas peur de la mort même sous les coups sévères des adversaires. Ce n'est que de cette façon qu'elle pourrait gagner un peu de temps pour la retraite. La reine des eaux pures, évidemment, est une fille très intelligente, sinon elle n'aurait pas pu conquérir le sud si rapidement. Alors pourquoi n'a-t-elle pas laissé au moins quelques gardes sur les murs ? À quoi bon installer des pièges astucieux pour les ennemis, s'il n'y a personne pour les gérer? En entrant dans la ville des Aigles, le duc a ressenti une odeur forte. Elle ne ressemblait pas à l'odeur typique des champs de bataille, celle des cadavres en décomposition. Au contraire, l'air avait plutôt un parfum de mélange d'huile de cèdre, d'écorce de mandarine et d'encens. En respirant profondément, on pourrait même penser que c'est le parfum de quelques essences. L'homme, après avoir regardé attentivement autour de lui, n'a rien pu trouver d'inhabituel. La seule chose qui attirait l'attention était que les caniveaux étaient presque entièrement bouchés. Les eaux usées, ne pouvant plus s'écouler dans le système de drainage, s'accumulaient et se déversaient tout autour sur les trottoirs et les chaussées. Peut-être que c'est cela qui pue. D'accord, puisqu'ils ont capturé la ville, ils ont dû se rendre au château et à l'hôtel de ville pour y trouver quelque chose à gagner. Bien sûr, il y avait une grande chance que Garcia ait déjà tout dépouillé, donc il ne fallait pas s'attendre à une multitude de royaux d'or ici, mais il était possible de prendre aussi quelques objets artisanaux précieux et des œuvres d'art importantes. En fait, c'est précisément pour cela que Francis a amené ici ses chariots. Tout ce qu'il trouvera, il le dépose là, peu importe les dommages causés aux objets, car ils peuvent être restaurés. Cependant, quand l'homme est entré dans le bâtiment, il a pensé qu'il s'était trompé et qu'il n'était pas au bon endroit. De l'extérieur, ça ressemble à une mairie, oui, pensa-t-il. Mais ils n'ont pas seulement pris toutes les pièces, non, ils ont tout vidé, y compris le sous-sol. Ils ont pris tous les vêtements et n'ont même pas laissé un grain de maïs. De nombreuses fresques qui pendaient auparavant au mur ont aussi disparu. À leur place, il y a maintenant d'énormes taches de peinture non décolorées. Sur les étagères, il n'y avait pas un seul livre. En général, tout a été dépouillé jusqu'à la base. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait lors d'une retraite précipitée? Francis sentait croître en lui une inquiétude de plus en plus forte. Garcia avait tout planifié dès le début, mais si elle était au courant de l'attaque, pourquoi n'a-t-elle pas appelé des renforts? À ce moment-là, un soldat a approché en disant « Votre Excellence, les portes nord sont en feu ». Oui, cela semble être le cas, pensa le duc. Au début, il pensa que c'était un piège rusé, mais ensuite il comprit que brûler simplement les portes serait le comble de la stupidité. Sans attaque supplémentaire, cela n'a aucun sens de mettre le feu en ville. Après tout, un groupe soudé de soldats pourrait facilement éteindre un incendie, mais soudain, un soldat a expliqué qu'il était impossible d'éteindre les flammes. Non seulement l'eau ne les éteint pas, mais elle les propage encore plus loin.
Bientôt, le feu atteignit les maisons des civils et les soldats ne pouvaient pas le contenir. Non, c'est impossible, dit Francis. L'incendie a commencé du côté des portes nord, et là-bas, il n'y a rien à brûler, juste un espace dégagé. Pourquoi se propage-t-il si vite? Attendez, soudain, une terrible pensée lui traversa l'esprit. Et si Garcia Wimbledon avait secrètement engagé des sorcières? Le duc, essayant de se calmer, toucha automatiquement le médaillon de châtiment divin pendu à son cou. Heureusement, c'est juste un feu magique. Avec le médaillon, je pourrais le traverser directement et aucune force démoniaque ne pourra me nuire. Toute ma garde a ces pierres, donc nous n'avons pas besoin d'avoir peur du feu. Quant aux gens libres qui n'ont pas d'argent pour faire des dons à l'église, cela n'est absolument pas mon problème. Puis il a crié de toutes ses forces, transmettant à ses hommes toutes les informations auxquelles il venait de penser. Puis Francis fit un geste de la main. Avec le médaillon de la punition divine, rien ne nous effraie. Regroupons-nous tous, nous allons percer. Tant que nous avons nos pierres, ce feu démoniaque disparaîtra sans laisser de traces dès que nous nous en approcherons. Tous derrière moi. Ils se sont immédiatement dirigés vers la sortie, mais l'incendie avait déjà couvert une grande partie de la ville, se propageant aux maisons des gens ordinaires. Il brûlait si intensément que la plupart des gens ne pouvaient pas le supporter et ont couru vers les portes. À ce moment-là, il semblait que tout flambait littéralement, partout et même sous leurs pieds. Les chevaliers traversaient progressivement les langues de feu. Gersa criait à tous de continuer à avancer, convaincus que la pierre les protégerait. Et voilà qu'ils sautent par-dessus le premier obstacle sérieux. Les portes sont déjà très proches, il leur reste littéralement à tenir quelques secondes. Mais après avoir atterri et s'étant retourné, Francis réalise qu'il ne reste personne en vie. Les flammes ont consumé tous ces hommes. Il tremble, regardant le collier, se demandant pourquoi, diable, la pierre divine n'a pas fonctionné. Avec tout qui s'effondre autour, il n'a pas le temps de réfléchir à ses actions. Il faut continuer à avancer tant que c'est encore possible pour ne pas être écrasé par les débris qui tombent. Et voilà, depuis une vue aérienne, nous voyons que toute la ville des Aigles brûle complètement. Après un certain temps, le duc sort vivant des portes, bien que ses jambes tremblent et qu'il soit tout couvert de blessures. Le bonhomme comprend que puisque la pierre de vengeance ne les a pas protégés, ce ne sont pas des sorcières, mais autre chose. Il lui suffit de tomber à genoux pour reprendre son souffle quand une énorme silhouette avec une hache apparaît. Tout ce que le Brunet parvient à comprendre, c'est qu'il a devant lui un guerrier de sable. Incapable de résister, il accepte humblement son sort et perd la tête. Un peu avant cela, Timothy avait finalement rattrapé sa sœur. Il se tenait non loin du lieu du massacre sur une petite colline et observait ce qui se passait. À ce moment-là, les 3000 guerriers de Garcia ne pouvaient plus maintenir un rang serré. Chaque seconde, ils se dispersaient de plus en plus. Tout s'est passé exactement comme l'avaient prévu les rois. Ils ont passé 1 heure à contourner la ville de l'Aigle, puis ont galopé à travers la forêt dense et enfin ont atteint la route. En y arrivant, il a donné à ses guerriers l'ordre de galoper de toute leur force et 1 heure plus tard, ils ont rattrapé la 3e princesse. En ce moment, il semblait que l'issue de la bataille était déjà décidée, mais soudainement, le chevalier Nyman désigne quelque chose. Dans la foule, le drapeau de la reine du port d'eau pure se lève. Bien, comment dire drapeau? Les combattants soulèvent la reine elle-même qui tient la bannière. Timothy n'épouvait distinguer le visage, mais voyait clairement les cheveux argentés et gris flottant au vent qui trahissaient complètement l'identité de leur propriétaire. Garcia Wimbledon n'était allé nulle part. Le jaune aux yeux prit une profonde inspiration. Eh bien, c'est merveilleux. Toute cette farce se terminera ici même et je n'aurai pas à la poursuivre jusqu'au port d'eau pure. Et c'est la dernière fois qu'elle agit de manière si riante. La jeune fille elle-même a crié « Mes soldats, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Je suis avec vous !» Les combattants motivés ont hurlé « Vive la reine !» En attendant que les chevaux se calment et reprennent complètement leur souffle, Timothée donna l'ordre de commencer l'attaque. La cavalerie, composée de chevaliers et de leurs écuyers, comptait environ 800 combattants.
Guidés par des guerriers proches, ils se précipitèrent sur l'ennemi. Il semblait que l'armée du deuxième prince était une énorme et aiguisée épée d'argent lorsqu'ils percèrent directement le groupe de personnes de Garcia. Le chaos s'installa immédiatement dans la foule. Plusieurs combattants tentant de fuir tombèrent à terre et furent piétinés à mort par les chevaux des guerriers. Ils ne tiendront pas longtemps, pensa Timothy. Ces salauds ne sont pas destinés à survivre à l'attaque des chevaliers les plus élites de Greycastle. La confrontation avec le temps se transforme en un bain de sang brutal pour les soldats des deux côtés. Un des cavaliers tente d'attaquer Garcia, assise sur le trône entourée des hommes de sable. Elle lève simplement la main, sans dire un mot, et d'un claquement de doigts, l'un des hommes de sable s'élance et d'un seul coup, coupe les jambes du cheval. Le pauvre guerrier tombe dans la boue et il n'a pas le temps de cligner des yeux que l'ennemi brandit de nouveau sa hache, l'achevant d'un seul coup puissant. Soudain, l'armée de Timothy commence à s'inquiéter lorsqu'une horde entière, venue de nulle part, les regarde. Ce sont des gens de la région la plus au sud, d'où sont originaires Lady Echo et notre capitaine Iron Axe. Les habitants du désert levèrent haut leurs armes et se jetèrent avec une précision mortelle sur les chevaliers du roi. Celui-ci semblait ne pas en croire ses yeux, comme si les troupes apparues de nulle part ne brandissaient aucun drapeau. Il ne put donc pas déterminer immédiatement à quel royaume elles appartenaient. Cependant, il a pu remarquer qu'ils étaient tous équipés différemment et en regardant leur visage, le dirigeant a soudain compris d'où venaient précisément ces hommes. C'est-à-dire que Garcia a sans aucun doute conclu avec eux un accord avantageux. Pour qui se prend-elle? Elle a entraîné une foule d'étrangers dans une guerre d'État. La simple pensée de cela exaspérait Timothy au plus haut point. Mais malheureusement pour lui, ce n'est plus une bataille, mais un massacre à sens unique. Les types de sable dominaient toutes ses forces. Pendant une demi-heure, le nombre de chevaliers capables de résister aux assauts des créatures de sable diminuait de plus en plus. La dame, quant à elle, sourit simplement en observant le chaos qui se déploie. Bientôt, son armée s'est dirigée vers le deuxième prince, debout sur la colline. Celui-ci grinça des dents et donna l'ordre de se regrouper. Mais il était déjà trop tard, dit l'un des combattants. Alors Timothy, continuant à se ronger nerveusement les ongles, appelle tous ceux qui le peuvent à battre en retraite. De toute cette force redoutable qu'il avait emmenée à la poursuite de Garcia, il lui restait un peu moins de 300 hommes. Cependant, malgré cela, il chevauche son cheval toujours aussi sûr de lui, même après avoir été dispersé dans la poussière, convaincu que sa sœur connaîtra la défaite la prochaine fois.